Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes désormais, ça y est, à une quinzaine de jours de la sortie des Secrets de Dumbledore au cinéma, et rien que le fait de pouvoir dire ceci est déjà en soi un petit événement qu'on ne pensait pas voir arriver de sitôt, avec toutes les difficultés que nous avons pu rencontrer tout au long de ces 4 années qui séparent les crimes de Grindelwald et les Secrets de Dumbledore. Il faut dire que sur le plan hollywoodien, 4 années entre le développement et la sortie d'un film, surtout dans une saga aussi forte, c'est relativement rare, mais dans le monde du Covid-19, malheureusement, ça demeure pour le moins quelque chose qui a tendance à devenir de plus en plus courant. Le fait est que la délivrance est désormais proche et que nous allons enfin réussir à voir ce troisième volet tant attendu, et en l'occurrence, il y a de quoi se dire qu'on va passer un très bon mois d'avril. En tous les cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous. Évidemment, les secrets de Dumbledore vont comporter un nombre de révélations en cascade et probablement de très nombreux secrets que nous n'avions pas nécessairement vu venir, et c'est ça qu'il y a de génial avec le monde magique, c'est que nous n'avons pas eu à attendre bien longtemps pour commencer à en découvrir, puisque dans les bandes annonces, teasers, spots publicitaires et autres contenus promotionnels, on a déjà eu finalement quelques petites surprises qui nous ont été réservées, et c'est justement de l'une d'entre elles, qui en réalité est en fait une demi-surprise, que nous allons parler aujourd'hui. Les crimes de Grindelwald nous ont offert pour la première fois une vision sérieuse du personnage de Gellert Grindelwald, que nous n'avions vu apparaître que quelques brefs instants dans le tout premier volet des Animaux Fantastiques. Et on a découvert donc un personnage aux multiples facettes, allant de l'homme cruel à l'homme charismatique, à l'homme manipulateur, populiste, parfois étonnant, bref, un sorcier très complexe et dont l'image tranche sincèrement avec l'antagoniste de la saga Harry Potter qu'était Lord Voldemort. Nous sommes sur une catégorie de méchants entre guillemets tout à fait différente et qui n'a absolument rien à voir avec ce que nous connaissions dans la première saga. Dans les Animaux Fantastiques, le monde est plus complexe, il est moins axé sur une vision arrêtée entre guillemets, sur une dualité entre le bien d'un côté et le mal de l'autre. On est davantage dans une dimension politique où deux visions qui sont entendables, en tout cas sur le papier, s'affrontent. La seule différence sont en réalité les méthodes qui sont mises en œuvre par les partisans de Grindelwald, qui sont évidemment excessivement discutables. En réalité, on le sait, Grindelwald est peut-être même plus dangereux dans une certaine mesure que le Seigneur des Ténèbres lui-même, même si ce dernier a dépassé de loin, il faut bien le reconnaître, toutes les limites du possible. Grindelwald est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie d'une véritable écoute dans le monde magique et dans la communauté, finalement, que forment les sorciers à travers la planète. Il sait convaincre, il sait attirer les foules là où Voldemort ne savait évidemment convaincre aucun auditoire, mis à part peut-être des sangs purs, mais il savait les convaincre en fait, en réalité, uniquement par la peur. Ce n'est pas le cas de Grindelwald. Alors, on apprend dans une des premières bandes annonces que Gellert Grindelwald bénéficie d'un pouvoir que même le Seigneur des Ténèbres ne possédait pas du haut de sa toute-puissance. Un don qui vient expliquer de nombreuses choses dans cette saga des Animaux Fantastiques, qui va venir aussi, ne nous mentons pas, complexifier beaucoup l'avenir du monde des sorciers et la tâche de ce qu'il convient d'appeler désormais la première armée de Dumbledore. En effet, à l'occasion d'une bande-annonce, on apprend de la voix même de Norbert Dragono que Gellert Grindelwald peut lire l'avenir, le prédire, et que la mission de la première armée de Dumbledore sera de semer la confusion dans son esprit. Alors, comme on vous le disait au début de cette vidéo, en réalité, il s'agit en fait d'une demi-surprise, dans la mesure où les crimes de Grindelwald avaient pu déjà nous mettre un peu largement sur la piste. Après, quelques indices étaient quand même bien disséminés dans le premier volet, donc on va faire un gentil petit retour en arrière, tous ensemble, pour se remémorer et regarder qu'est-ce que c'est que cette histoire. Alors, retour en arrière, comme on vous le disait, on sait que Grindelwald arrive donc dans le premier film aux États-Unis à la recherche effectivement d'un Obscurus qu'il aurait vu, entre guillemets, au cœur d'un rêve ou donc dans une vision. On sait qu'il va très vite prendre la place de Percival Graves, donc qui est à la tête des aurores du congrès magique des États-Unis d'Amérique, et qu'il va se faire passer donc pour Percival Graves pendant un certain nombre de mois. On sait que finalement Gellert Grindelwald va quand même un petit peu, on va le dire gentiment, mais il va un petit peu galérer à trouver croyance. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a l'Obscurus, il voit dans son job entre guillemets de chef des aurores qu'il y a effectivement un problème à New York, mais il est incapable, et peut-être parce que sa vision était incomplète, de percevoir en fait qui est le véritable Obscurus, et c'est pour ça qu'il s'attarde beaucoup effectivement sur les enfants de la fondation philanthropique du Nouveau-Salem, mais qu'il ne pense pas évidemment à croyance qu'il prend pour être
un simple crack-molle, et d'ailleurs il le dit lui-même, entre guillemets, dans le film. Donc cela prouve, entre guillemets, que les visions qui sont celles de Grindelwald ne sont pas toujours, entre guillemets, d'une précision absolument monumentale, et ce qui nous laisse donc à penser, c'est notre première hypothèse, qu'il a effectivement un don pour la divination, mais qui n'est pas nécessairement un don ultra développé. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Dans Les Crimes de Grindelwald, on découvre en fait dès le début que Gellert Grindelwald a un nouvel objet magique qu'on n'avait pas vu apparaître évidemment dans le premier, et pour cause, on ne voyait Grindelwald que quelques instants à la fin, entre guillemets, de ce premier volet. On découvre effectivement le narguilé en forme de crâne. Alors ce narguilé en forme de crâne, pendant très longtemps on s'est posé beaucoup de questions, à savoir à quoi il fonctionnait. Est-ce que c'était la projection finalement de l'esprit de Grindelwald qui s'opérait, ou est-ce que c'était plutôt le crâne qui permettait à Grindelwald de projeter des visions? Alors la frontière, on vous l'accorde, est très mince. Mais en réalité, avec cette révélation qui est celle de Norbert Dragono, on sait que désormais ce crâne en forme de narguilé, qui était donc un objet magique, servait uniquement effectivement à communiquer ses visions à son entourage, et puis évidemment à des auditoires plus larges, comme on a pu le voir effectivement dans le mausolée des Lestrange au sein du cimetière du Père-Lachaise à la fin du second opus des Animaux Fantastiques. Alors à partir de ce moment-là, effectivement, on le découvre dans ce film être en capacité de projeter par exemple des images de croyance au tout début, où il le projette à ses sbires, notamment à Vindarosier par exemple, et à Bernati, et puis ensuite évidemment quand on le retrouve dans le mausolée des Lestrange, là il fait un acte de magie qui était effectivement extrêmement impressionnant et surtout très convaincant dans une dimension, là encore une fois, qui est particulièrement populiste chez le personnage. Il faut savoir que toute cette scène, entre guillemets, on le voit discourir dans le mausolée des Lestrange, est une scène d'un populisme absolument incroyable et où effectivement il sait convaincre son auditoire. Et quand évidemment il fait sortir cette vision, entre guillemets, de la Seconde Guerre mondiale avec toutes les horreurs que sont les camps d'extermination, que sont effectivement les combats, les villes détruites, et pour finir la bombe nucléaire d'Hiroshima ou de Nagasaki, là évidemment ça finit de convaincre son auditoire que effectivement les moldus sont absolument inconscients, et on vous en parlait d'ailleurs dans une précédente vidéo où on se posait d'ailleurs la question de savoir si Grindelwald n'avait pas par exemple raison entre guillemets dans son raisonnement politique. Ça voilà, vous pouvez vous référer à cette vidéo, on avait adoré la faire. Là, c'est pas le thème de celle-ci. Là, pour le coup, on revient évidemment sur cette projection. Donc cette projection, en réalité, si pour nous, entre guillemets, contemporains de la Seconde Guerre mondiale, qui avons connu et étudié, entre guillemets, la Seconde Guerre mondiale dans nos livres d'histoire en cours et plus largement dans les livres tout court, bah, évidemment, quelque part, on savait que, évidemment, Grindelwald montrait la réalité d'un futur qui était à venir. Donc c'était une première, entre guillemets, grosse preuve qu'effectivement, il pouvait lire l'avenir. Après, ça aurait très bien pu être une manipulation supplémentaire. Mais en l'occurrence, ce que nous dit Norbert Dragono dans cette bande-annonce des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, c'est évidemment quelque chose de tout autre. Et ça vient un petit peu tout changer. Pourquoi? Parce que, effectivement, à partir du moment où Gellert Grindelwald est en capacité de lire l'avenir, de prédire l'avenir, ou tout du moins d'en imaginer une partie, effectivement, grâce à certaines visions qu'il peut avoir, là, évidemment, ça vient apporter, on va dire, quelque chose d'un petit peu différent. Alors, maintenant, la question est de savoir d'où vient ce don pour lire l'avenir. Est-ce que ce don lui vient, entre guillemets, on va dire de sa famille? Est-ce que c'est un don héréditaire? Est-ce que c'est quelque chose qu'il pratique dès le plus jeune âge, qu'il a peut-être mis d'ailleurs sur la piste d'Albus Dumbledore pour le rencontrer effectivement à Godric Solo et donc par l'intermédiaire de sa tante Bathilda Tour-de-Sac? Est-ce que c'est un don effectivement qu'il a su développer au fur et à mesure, hein? On sait, on croit savoir effectivement que l'apprentissage de la divination n'est pas possible à tout le monde, mais que ça reste quelque chose d'envisageable. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'il a appris? Est-ce que c'est un pouvoir, par exemple, qui dépend de la baguette de Suro? Là, pour le coup, on peut vraiment se poser un certain nombre de questions. Alors, évidemment, à partir du moment où on a un adversaire en face de soi qui a cette capacité, entre guillemets, de projection dans l'avenir, de prédiction de l'avenir, là, évidemment, on est face à une difficulté sans nom, puisque il aura toujours, de facto, un coup d'avance sur la première armée de Dumbledore. Et à partir du moment où on se retrouve dans cette situation où, effectivement, Albus Dumbledore et ses équipes auraient toujours un temps de retard, bah, il va falloir être sacrément rusé. Et c'est pour ça qu'en réalité, dans les bandes annonces, on voit d'ores et déjà que finalement, tout le monde s'organise, parce que le plan qui est celui d'Albus Dumbledore et donc de Norbert Dragono, c'est évidemment de semer la confusion dans l'esprit qui est celui de Gellert Grindelwald. Alors pour ça, évidemment, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être employées. On en voit une dans une bande-annonce qui est de manière assez claire, voilà, on va dire une grosse manip, mais une grosse manip dont
probablement Grindelwald n'est pas dupe, c'est Yusuf Kama qui se rend vraisemblablement à Normandgarde et lui donne accès à un souvenir. On peut imaginer que là, on aura le coup d'un souvenir qui sera perverti, à la manière de ce qui s'est passé avec Horace Slughorn dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, où vous vous souvenez qu'il avait modifié son souvenir pour qu'il ne soit pas lisible et qu'il ne soit pas traçable, entre guillemets, par Albus Dumbledore. Donc on peut imaginer que effectivement là, ce soit la même chose, c'est-à-dire qu'on délivre une fausse information et que Yusuf Kama joue, entre guillemets, l'agent double pour aller récupérer une Queenie Goldstein, dont on sait d'ailleurs que Grindelwald ne lui fait pas confiance, même après les années qui séparent, les presque 3 années qui séparent les Animaux Fantastiques 2, les Crimes de Grindelwald, avec les secrets de Dumbledore. Donc à ce moment-là, il se passe quand même quelque chose d'assez impressionnant, d'assez troublant. On peut imaginer que effectivement, on va rentrer vraiment dans cette espèce de logique où on va être donc dans la manipulation en permanence des souvenirs, en essayant finalement de jouer sur différents plans et sur différentes catégories entre guillemets de mensonges, et ça peut donner franchement des scènes assez intéressantes. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'on sait que Grindelwald fait déjà un certain nombre de prédictions dont on a déjà entendu parler dans un certain nombre de teasers. Il avait vu par exemple donc Jacob Kowalski avec une baguette, il avait vu effectivement que Queenie Goldstein pourrait le lâcher, c'est pour ça qu'il ne lui fait pas confiance et qu'il ne lui a jamais fait confiance, il ne fait pas non plus confiance à Aurelius Dumbledore. Donc en réalité on peut penser qu'effectivement Grindelwald, même avec ses dons, est en capacité entre guillemets de jouer en fait sur un instant T, effectivement en recrutant par exemple quelqu'un comme Queenie Goldstein, tout en sachant qu'évidemment il ne peut pas baser sa stratégie uniquement sur ces personnages-là. Donc en réalité tout est absolument possible. Maintenant il faudra voir évidemment quel plan la première armée de Dumbledore va mettre en œuvre finalement pour bloquer à tout jamais Gellert Grindelwald. Alors on sait que évidemment ça n'arrivera pas dans les Animaux Fantastiques 3, on sait que ça se passera plutôt dans le 4e et le 5e opus, puisque le 5e opus, et ça a été confirmé par David Yates dans une interview à un magazine italien, effectivement explique que le duel légendaire entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald aura bien lieu le 2 novembre 1945 et que nous en serons évidemment les témoins privilégiés en temps et en heure. Donc ça, là pour le coup, on sait que effectivement la fin de l'histoire, elle donne raison à Albus Dumbledore. Maintenant, c'est vrai que cette capacité à prédire l'avenir, elle est intéressante. Alors en fait, il y a plusieurs théories. Donc évidemment, vous avez parlé de la théorie du don héréditaire, on a envie de dire que c'est la plus simple. Le fait d'avoir appris à lire l'avenir à l'aide, pourquoi pas, de différents moyens de divination, pourquoi pas non plus, ça peut être intéressant. Alors après, ça peut être aussi lié à la baguette de Suro. Est-ce qu'on ne pourrait pas découvrir effectivement que la baguette de Suro, comme elle est plus forte quelque part que la mort, dans une version entre guillemets, dans une dimension symbolique, est-ce que finalement la baguette de Suro ne serait-elle pas capable de fournir à son détenteur, on réfléchit à cœur ouvert, ne serait pas capable de fournir à son détenteur une certaine capacité à voir l'avenir. Et à ce moment-là, est-ce que Dumbledore, lui, en a bénéficié quand il était lui-même en charge et gardien de la baguette de Suro? Là-dessus, il y a un vrai point de questionnement. Autre question également qu'on peut se poser, c'est s'il n'y a pas dans cette déclaration, qui est celle donc de Norbert Dragono, une dimension, on va dire, métaphorique. Nous, on n'y croit pas, mais on préfère se poser la question pour, comment dire, plutôt d'un point de vue intellectuel. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus, si vous voulez, une sorte de métaphore? On sait qu'il y a un livre qui compte à peu près beaucoup et dont on a entendu parler dans Les Crimes de Grindelwald. Ce sont les fameuses prédictions, en réalité, que le ministère de la Magie envoie à Albus Dumbledore en lui disant « Ah bah vous avez vu, il y a un certain nombre de prédictions qui ont été établies et qui pourraient effectivement mener sur l'identité de croyance. » Alors, pour être tout à fait honnête, les prédictions de Tycho Dodanis, on ne les connaît pas toutes particulièrement, on n'en connaît pour l'instant qu'une seule. Pour nous, la manière dont on l'a perçue à chaque fois, on vous en avait déjà parlé dans une vidéo au sujet de la divination dans Harry Potter, pour nous, Tycho Dodonus, ça reste quand même un peu un équivalent en fait de Nostradamus, c'est-à-dire un sorcier, ou tout du moins un grand savant, qui a fait des tas de prédictions, dont certaines par capillarité tractée, on va dire, comme ça, s'avèrent être en réalité vrai, mais il y a quand même une sacrée dose d'interprétation. Donc, est-ce que on pourrait imaginer que effectivement Grindelwald se baserait sur des interprétations entre guillemets d'un vieux sorcier qui s'appellerait Tycho Dodonus et qui aurait écrit un livre que tout le monde peut se procurer?
Bon, on a un petit peu de mal à le croire. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'effectivement, il y ait aussi dans cette dimension, si toutefois elle était métaphorique, même si encore une fois, ce n'est pas notre thèse favorite, est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement être dans une espèce de logique où, profitant des talents de Legilimens, de ceux de König-Holstein, qui sont ceux de König-Holstein, est-ce qu'il ne pourrait pas, entre guillemets, en profiter effectivement pour déduire les mouvements à venir des uns et des autres et donc organiser sa stratégie? Bon, on peut faire tout un tas d'hypothèses, évidemment, tout est possible là-dessus, mais on n'a évidemment aucune confirmation à ce stade et il faudra attendre, évidemment, d'avoir vu les secrets de Dumbledore. Ce qui est certain, c'est que cette capacité à voir l'avenir est quand même sacrément problématique. Déjà parce que nos camarades de la première armée de Dumbledore ont toujours un camp de retard sur les forces de Grindelwald, et deuxièmement parce que, bah, évidemment, ça complexifie beaucoup, beaucoup, beaucoup l'histoire, entre guillemets, et la manière dont elle va devoir se dénouer, à la fois sur les Animaux Fantastiques 4 et sur les Animaux Fantastiques 5, parce que là-dessus, évidemment, on peut imaginer que Gellert Grindelwald ne va pas se laisser vaincre facilement. On verra ce que nous réservent les secrets de Dumbledore, dont l'avant-première mondiale d'ailleurs avait lieu hier en présence de J.K. Rowling, qui était absolument impériale et plus impériale que jamais. Donc on verra évidemment ce qui va ressortir de ce film. On a encore très très peu de temps à attendre. Là, c'est plus qu'une question de jours, voire une question d'heures si on a envie de compter en heures. On doit être sous la centaine, sous les 200 heures à peu près, donc ça doit faire du bien. Mais bon, bref, on arrête là la petite blague. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette capacité qui est celle de Grindelwald à lire l'avenir, elle est évidemment inquiétante, mais elle est aussi intéressante parce que, comme d'habitude, J.K. Rowling a choisi en réalité de mettre chez l'antagoniste de la saga une capacité que les autres sorciers n'ont pas nécessairement et qui les distingue de fait. Par exemple, pour Voldemort, on avait tout un tas de caractéristiques chez ce sorcier dès son plus jeune âge qui étaient totalement pas conventionnelles, on va dire, qui n'étaient vraiment pas conventionnelles par rapport à d'autres sorciers de son âge, et ça s'est poursuivi par la suite, le fait de pouvoir parler par exemple le fourche-langue, le fait ensuite de pouvoir recourir à des formes de magie que même Albus Dumbledore avait du mal à comprendre et à analyser. Bon, voilà, on sait qu'à chaque fois, les grands méchants chez J.K. Rowling ont des capacités, ont des méthodes, des manières d'arriver à leur but qui sont toutes différentes. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que ce point, entre guillemets, de distinction entre Gellert Grindelwald d'un côté et Albus Dumbledore, il est important puisque à ce stade, Albus Dumbledore, s'il est en quelque sorte un peu Legilimens sur les bords, il n'est pas aussi Legilimens que peut l'être König-Holstein, et il est encore moins convaincu de la divination, puisque, comme vous le savez, en tant que directeur de Poudlard, quand il est devenu directeur de Poudlard, après les événements notamment de la Chambre des Secrets, première ouverture et mort de Mimi Géniard, il voulait carrément supprimer, là on est aux alentours des années 70-80, il voulait supprimer purement et simplement la divination, parce qu'il ne trouvait pas que cette finalement histoire était suffisamment, cette matière était suffisamment intéressante. Donc du coup, on peut véritablement se poser la question de la manière aussi dont Albus Dumbledore va regarder entre guillemets ce don, et peut-être d'ailleurs qu'on y trouvera une des explications de pourquoi il voulait absolument supprimer la divination quand il est devenu directeur de Poudlard, parce que peut-être qu'effectivement il a jugé des dangers que cela pouvait faire courir au monde d'avoir des dons peut-être un petit peu trop prononcés en la matière. On sait que le futur est quelque chose de très complexe chez Harry Potter et dans le monde magique de J.K. Rowling. On fera probablement un jour une grande vidéo un peu philosophique, un peu thématique sur la question du futur dans la saga Harry Potter et dans la saga des Animaux Fantastiques, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Mais voilà, ça on le fera un petit peu plus tard, évidemment, quand on aura réussi à traiter toute l'actualité absolument débordante de ces derniers jours. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ce troublant pouvoir qu'aurait Gellert Grindelwald et la manière dont il va en user. Et puis, évidemment, on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles informations. Il y a beaucoup beaucoup de choses là qui vont tomber dans les prochaines semaines et dans les prochains jours. Donc on se retrouve normalement dès samedi pour une nouvelle vidéo, et peut-être avant si on a une actualité suffisamment importante pour vous faire une donc troisième vidéo de la semaine. À très bientôt, et puis pour tous ceux qui nous rejoignent, encore merci, vous êtes de plus en plus nombreux. On va bientôt passer les 3300 abonnés. Pour nous, vous n'imaginez pas ce que ça représente alors que notre chaîne n'a même pas 2 ans de création. C'est vraiment mais incroyable, et on ne saura jamais comment vous remercier de toute votre fidélité et aussi du temps absolument incroyable que vous passez à écouter nos vidéos. Enfin, pour nous, c'est absolument lunaire et on en est mais fiers. C'est peut-être l'une de nos plus grandes fiertés. Et donc, en tout cas, merci à tous. Et puis, bah, pour tous ceux qui nous rejoignent, n'oubliez pas de liker